Mi nombre es Bárbara Fuchsloger y tengo a cargo la coordinación de campus global de la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales. Queremos agradecerles la presencia que tienen hoy día en esta actividad, que está enmarcada en las semanas y días culturales que en este caso estamos honrando a Canadá. Así que para comenzar, quiero dejar y dar paso a nuestra profesora Sara Caro de Trabajo Social para que pueda introducir esta maravillosa actividad. Sara. Bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, Bárbara, por el saludo y por la introducción. Muchas gracias a Camila también de la Vicerrectoría que han hecho posible esta actividad y especialmente gracias a Melanie por aceptar participar hoy. Muchas gracias también por los estudiantes que se han conectado y se adaptaron también al cambio de modalidad. Para quienes no están en San Joaquín, el audio en San Joaquín, el Wi-Fi no es lo mejor que tenemos, entonces si nos caemos a veces o nos falla la señal, es por eso, ¿ya? Y puede ser que de repente tengamos ahí alguna intermitencia en la conexión. Y como decía antes, agradezco mucho a Melanie su generosidad con su tiempo. Sabemos que no es fácil sumar estas actividades como a medio semestre. Melanie, quiero también hacer una pequeña presentación de Melanie. Ella es algo que en Chile habitualmente se conoce como terapeuta ocupacional o fisioterapia, pero su formación ha estado principalmente vinculada a los ámbitos de salud pública, de desarrollo de los territorios y las comunidades para poder justamente involucrar a personas con distintas necesidades a la participación en la comunidad. Melanie pertenece a la Universidad de Sherbrooke, es académica también de la Facultad de Medicina y hoy día es también la encargada de investigación en dicha universidad. Así es que muchas gracias, Melanie. Y muchas gracias también a Dolores, que sé que está por ahí. Dolores también es investigadora postdoctoral de la Universidad de Sherbrooke y agradecemos también que hoy día se pueda conectar. Y creo que sin más, no sé, Cami, si tú quieres decir algo o si no, partimos. Gracias. La verdad es que no, partamos nomás, así también los chicos pueden, ya que estuvieron esperando también tanto rato, bienvenidos brevemente. Yo trabajo con Bárbara, así que estamos súper entusiasmadas de dar la bienvenida a Melanie y que ustedes puedan disfrutar y sacarle el mayor provecho posible a la clase. Aprovechen esta oportunidad, hagan las preguntas que ustedes quieran y esperamos que disfruten. Donc, merci pour l'introduction. Je vais tester mon partage d'écran à l'instant. Ça devrait fonctionner. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça fonctionne? Oui. Donc, merci Sarah pour la belle invitation. Merci à tout le monde là, d'avoir organisé la traduction simultanée. C'est un vrai plaisir pour moi là, de vous parler de stratégies pour favoriser les processus de changement dans la communauté. Donc, le rôle de la participation. Donc, je me réintroduirai pas. Je vais juste mentionner là, que j'ai une chaire de recherche du Canada sur la participation et la connexion sociale des personnes aînées. Donc, c'est ce qui me permet là, de vous présenter aujourd'hui un programme de recherche quand même détaillé qui est basé sur quand même une vingtaine d'années d'études là, sur le sujet. Donc, ma présentation va suivre la structure habituelle là, vous voyez le plan, pardon, à l'écran. Donc, je vais d'abord vous introduire le processus de changement dans la communauté. Je vais faire ensuite quelques exemples en lien avec la participation sociale. On va parler aussi qu'est-ce qui se passe en temps de menaces et d'urgence sanitaire. Donc, quelques leçons issues de la pandémie de COVID-19 notamment, puis je vais vous mettre un peu dans la confidence de certains travaux en cours et à venir. Donc, le processus de changement dans la communauté, ben, souvent on se demande par où commencer. Une des belles façons de commencer, c'est vraiment par la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. C'est un document qui date quand même de 1986, mais c'est encore un document très, très clé lorsqu'on travaille avec les communautés, lorsqu'on travaille en promotion de la santé.
Et c'est d'ailleurs ce qui nous a inspiré à faire le livre sur la promotion de la santé des personnes âgées et l'expérience canadienne. Donc, la Charte d'Ottawa a été développée à Ottawa, comme son nom l'existe au Canada. Et on a fêté récemment, là, c'est plus de 35 ans d'existence. Donc, on vise, dans ce livre-là, on parle là, un peu de leçons, puis si c'est encore d'actualité. Mais aujourd'hui, là, je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que la Charte d'Ottawa. C'est un document clé qui vise à conférer les moyens, euh, servir de médiateur et promouvoir l'idée. Puis je vais vous définir le tout là, dans les diapos suivantes. Donc, il y a 5 grandes stratégies d'action à la Charte d'Ottawa. Puis je vais vous prendre le temps là, de les définir plus en détail. Donc, si on... Ben, d'abord, je vous avais, puis je reviendrai, là, comme je vous disais, sur les spécificités là, conférées, des idées, etc., là, qui est sous-jacent là, de donner les moyens, là, qui est sous-jacent à la Charte d'Ottawa. Si on commence par le centre, là, réorienter les services de santé, ben, la Charte d'Ottawa, ce que ça dit, c'est que les services, on souhaite que les services aient une plus grande part d'activité de promotion et de prévention, notamment en impliquant les professionnels de la santé dans les communautés. Par exemple, dans les écoles pour diminuer la stigmatisation qui est faite envers certains enfants. Donc, vraiment d'avoir une réflexion sur les services de santé qui sont majoritairement axés sur le curatif et de faire en sorte que ces services-là sont plus axés sur la promotion de la santé et la prévention des maladies chroniques. Ensuite, lorsqu'on parle de développer des aptitudes personnelles, ben, c'est vraiment de permettre aux personnes d'acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour affronter différentes étapes de leur vie. Donc, maîtriser mieux leur environnement, faire des choix qui sont favorables au maintien et au développement de leur santé et de leur bien-être. Donc, développer, par exemple, de saines habitudes de vie qui sont responsables, éco-responsables, et aussi stimuler de façon précoce certaines capacités quand on parle du développement social, par exemple, des enfants. Lorsqu'on parle de renforcer l'action communautaire maintenant, qui est le cœur de ce qu'on discute ce matin, c'est vraiment un mouvement de participation des communautés quant au choix des priorités en matière de santé. Donc, on veut que les communautés soient consultées et même voire partie prenante de la priorisation et des choix, des décisions qu'on fait en matière de santé. Donc, on veut vraiment leur donner une grande part de pouvoir d'agir donc d'avoir de la participation citoyenne dans différentes instances municipales, par exemple. Ensuite, lorsqu'on parle de créer des milieux favorables, ben, on veut vraiment repenser les environnements, là, par exemple, des corridors piétonniers, des pistes cyclables, pour favoriser la mobilité active, les déplacements sécuritaires des gens, soit à vélo ou à pied. On parle aussi de créer de la conciliation travail-famille dans les milieux de travail, donc d'augmenter les heures, par exemple, d'éducation physique à l'école pour faire bouger les jeunes, d'avoir un meilleur accès, par exemple, à des infrastructures sportives, ou, par exemple, d'avoir des endroits pour entreposer les vélos dans les milieux de travail pour encourager, ou à l'école, pour encourager qu'on s'y déplace là, de façon active. Donc, ici, en créant des milieux favorables, ce qui est important de retenir, c'est que on se dissocie d'une façon, d'un blâme ou de l'individu envers ses problèmes de santé et des maladies et on met l'accent sur le fait que les environnements doivent faciliter ces choix de santé-là. Donc, c'est vraiment comme
l'environnement a sa part de responsabilité, pardon, pour créer des milieux favorables à la santé. Puis c'est pas juste les individus qui choisissent mal et qu'on blâme là, dans le développement de maladies chroniques. Et je termine en la cinquième stratégie, c'est vraiment d'élaborer une politique publique saine, donc de responsabiliser différents secteurs urbanistes, financiers, municipaux, sur l'importance de faciliter, de favoriser la santé des populations. Donc, c'est pas juste le système de santé et de services sociaux là, qui a cette responsabilité-là, c'est une responsabilité partagée. Par exemple, pour créer des loyers à coût modique, avoir des crédits d'impôt pour faire bouger davantage les enfants à faible revenu, taxer la malbouffe aussi, donc pour favoriser qu'on choisit les produits, les fruits et les légumes plutôt que des chips lorsqu'on va à l'épicerie, etc. Donc, vous avez vu que c'est vraiment une façon de promouvoir des idées dans une démarche de promotion de la santé. Donc, on tend à rendre des conditions politiques, économiques, sociales et culturelles et environnementales pour favoriser là, la santé des populations, mais aussi à leur conférer les moyens, donc viser l'égalité le plus possible en matière de santé, donc soutenir, leur offrir des ressources et des possibilités en leur donnant de l'information, en développant leur aptitude et en favorisant là, qu'ils font les bons choix de santé. Donc, on sert un peu la Charte d'Ottawa dit qu'on doit un peu servir de médiateur pour que les milieux soient de qualité, pour soutenir les familles, les écoles, le monde du travail, là, pour transformer les rapports entre les humains pour qu'elles soient plus équitables, mais aussi qu'elles créent davantage d'entraide. Puis, un des modèles que je trouve très inspirant en promotion de la santé aussi ou en développement là, d'organisations pour les organisations communautaires pour favoriser les processus de changement dans la communauté, c'est le modèle de Green et Curter, qui est le modèle Precede, Proceed, qui vise vraiment à cibler les actions sur l'environnement pour favoriser l'adoption de certains comportements de santé. Fait que vous voyez ce modèle-là ici qui est vraiment la section du haut, là, c'est le Precede. Donc, on se pose la question sur le pourquoi. Qu'est-ce qui est souhaité comme changement d'une perspective sociale, mais aussi d'une perspective épidémiologique? Donc, quels sont les défis de santé auxquels la communauté fait face? Comment les environnements et les comportements de santé peuvent être favorisés? Donc, on va, après, quand on a identifié c'est quoi le comportement ou le résultat souhaité, on va ensuite définir c'est quoi les besoins de formation. Donc, si on veut conférer les aptitudes aux personnes, on va identifier les besoins de formation et des habiletés qui sont nécessaires là, à développer. Puis, on va aussi intervenir sur les politiques pour que ces politiques-là là, soutiennent le développement de ces habiletés-là. Donc, tout ça, ça va mener au développement d'un programme, donc la mise sur pied, pardon, d'un programme où on va avoir ciblé certaines conditions dans l'environnement. Donc, on va favoriser des milieux qui sont plus inclusifs et des conditions environnementales là, qui vont favoriser l'adoption de saines habitudes de vie, comme par exemple la pratique régulière de l'activité physique. Donc, je pourrais là, donner plusieurs exemples de programmes, puis je vais en donner tout au long de ma présentation, puis on pourrait revenir dans la période d'échange là, si vous avez le goût d'avoir plus d'exemples. Mais je vous mentionne ici là, que ce qui est important aussi, c'est d'évaluer l'impact des programmes qu'on met en œuvre. Donc, c'est pas seulement de mettre en œuvre des programmes, mais aussi c'est d'évaluer est-ce que ces programmes-là ont les retombées anticipé. Donc, au début, on avait ciblé des résultats souhaités. Est-ce qu'on atteint ces résultats-là grâce au programme? Puis, comment on peut rendre le programme périn, donc perdurer dans le temps?
Donc, c'est quand même complexe de favoriser la santé de communauté et de population, mais on voit que c'est vraiment un processus qui va aller mobiliser les citoyens et les communautés, qui va faire en sorte qu'on va euh, avoir des changements à la fois sur les environnements physiques et sociaux. Donc, si maintenant je vous parle plus spécifiquement d'approches de recherche participative ou comment on définit là, ces approches-là, ben, c'est vraiment premièrement, une démarche émergente qui va nécessiter la mise en place d'un dialogue renforcé entre les sciences et la société pour répondre à des enjeux de développement durable et de réduire les inégalités. Puis pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on sait qu'il y a un écart entre la production d'évidences scientifiques de la recherche et les changements de pratique. Cet écart-là, il peut même aller jusqu'à 10, voire j'ai déjà vu même plus qu'une quinzaine d'années entre ce qu'on a démontré en recherche qui est efficace, puis l'implantation de ces résultats-là dans la pratique. Lorsqu'on travaille dès le début en approche de recherche participative, bien, on réduit cet écart-là. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme où on amène les communautés à développer leur expertise tout au long de la recherche et à transférer ou à appliquer, mobiliser ces connaissances-là tout au long du processus. Donc, c'est vraiment une recherche au service du développement des pratiques, finalement. Donc, c'est ça le changement de paradigme. Donc, la recherche participative, c'est vraiment, comme je l'ai mentionné, un processus de production de connaissances partagées qui va reposer sur un dialogue entre les chercheurs et les parties prenantes, donc les gens de la communauté. Je trouve que c'est quelque chose de hautement pertinent lorsqu'on parle d'organisation communautaire et de participation sociale parce que, justement, ça mobilise directement les communautés. Et ça implique la coopération, pardon, de différents acteurs du milieu. Je mentionne que c'est un défi quand même parce qu'ils ne sont pas toujours préparés à cet exercice-là de collaborer avec des chercheurs. Des fois, ils ont l'impression que des chercheurs, ça vient avec un sarrau blanc. Bon, j'ai mis un veston blanc aujourd'hui, mais c'est pas un sarrau. Cette perception-là que les chercheurs sont dans une déconnecté du terrain et de la réalité. Des fois, il faut faire connaître qu'on est au courant, les chercheurs, là, quand même, de la réalité de la pratique, mais aussi prendre le temps de connaître la réalité spécifique du milieu avec lequel on va collaborer et s'assurer de bien préparer aussi le milieu à collaborer avec nous. Donc, de les informer, par exemple, des étapes de la recherche, du financement. Donc, des fois, il peut y avoir des longueurs, la soumission à l'ESIC, par exemple. Puis, eux sont moins peut-être habitués à ces étapes-là. Donc, il y a quand même un défi là, de parler un langage commun pour vraiment s'assurer là, de bien comprendre. C'est quand même, ça fait quand même un bon petit bout là, au Québec, au Canada, là, qu'on pratique cette recherche participative-là, mais c'est plus récent en Europe, surtout en France. Je connais moins la situation au Chili, mais peut-être que vous pourrez m'en dire plus à ce sujet-là, si vous avez déjà vu des recherches participatives dans le milieu. Puis si oui, sur quel objet et à quoi ça pouvait ressembler, puis quels étaient les défis spécifiques au Chili. Donc, quand on parle de recherche participative, puis je parlais de co-construction, de co-création, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Bien, c'est avec, en même temps, ensemble. Donc, il y a une action de construire ensemble, en même temps, avec, puis d'élaborer quelque chose en suivant un plan déterminé. Donc, c'est vraiment un processus coopératif de transformation où les utilisateurs de connaissances vont être des contributeurs actifs, pas seulement des informateurs, puis ils sont aussi des experts du terrain et du contenu, pardon, des experts de leur réalité à eux. Puis lorsqu'on parle de communauté, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Bien, c'est vraiment un groupe de personnes spécifiques qui vit dans une région géographique définie, qui vont partager
la même culture, la même valeur, les mêmes normes et qui sont dans une structure sociale selon des relations définies dans le temps. Donc, il y a une certaine identité habituellement lorsqu'on parle d'une communauté, puis ils ont souvent des besoins communs aussi. Donc, c'est ça qui fait que c'est hautement pertinent de travailler avec des communautés. Bon, là, j'ai eu la chance là, de participer avec Société inclusive là, à un dialogue entre la France et le Québec. Puis, il a émané de ce dialogue-là plusieurs réflexions hautement pertinentes que je vais vous partager aujourd'hui, là, sur lesquelles j'ai axé ma présentation. Donc, je vais y revenir là, mais bref, il y a eu aussi dans cet échange-là de la bande dessinée. Donc, quelqu'un qui était lors des échanges là, invité à dessiner les échanges. Puis, je vous ai mis le lien là, si vous voulez voir en détail ces beaux dessins-là. Qu'est-ce qui a émané là, des échanges? Là, vous pouvez utiliser ce lien. Mais quelques constats, ben, et souvent, la recherche participative ou quand on mobilise les communautés, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas prévu. C'est souvent une belle surprise, puis il faut voir ça de façon continue et évolutive. Puis il y a toujours un risque d'être un peu à côté de la plaque, comme on dit, donc à côté de ce qui est la priorité de la communauté, mais des fois, il faut se lancer puis les consulter pour savoir c'est quoi qui est pertinent, puis qui c'est que ça qui souhaite, ça sur quoi ils souhaitent travailler. Donc, ça demande un ajustement mutuel à la fois sur le rythme, le langage qui doit être vulgarisé. Donc, si on a un langage trop recherche, ben, on va être moins compris. C'est une façon de faire autrement, c'est complexe aussi, mais c'est aussi faire mieux et davantage. Et c'est quelque chose qui est porteur de sens pour les communautés. Donc, les communautés, souvent, ils vont vraiment apprécier et voir la valeur ajoutée de cette complexité et de cette façon de faire autre. Et finalement, c'est aussi une façon de créer des liens. Donc, de croiser et des savoirs, puis faire interagir ces savoirs-là issus des résultats probants, mais du terrain de la pratique. Donc, souvent, quand on parle de recherche participative ou de développement de changement dans les communautés, bien, on se pose la question, OK, mais c'est quoi les leviers ou les meilleures pratiques? Bien, on voit que lorsque le but de l'étude ou le but du changement, du changement communautaire est cohérent avec la mission, les priorités et les désirs des partenaires, ben, c'est là que ça va être un levier important. Donc, de prendre le temps comme intervenant communautaire, d'étudier c'est quoi le but de la recherche ou comme chercheur, de prendre le temps de regarder c'est quoi la mission de l'organisme avec qui je travaille, c'est quoi la mission de la communauté, de prendre le temps de les interroger sur leur mission, leurs désirs, leurs priorités. C'est hautement important parce que ça va tout de suite bien partir là, le travail de changement, le processus de changement. C'est aussi important de mobiliser les partenaires. Souvent, quand je vais vous présenter plus tard là, une de mes études où les partenaires se sont mobilisés et ont ensuite cogné à ma porte et je disais que c'était comme un rêve parce que ils étaient déjà très engagés dans le processus et ils souhaitaient hautement travailler avec la recherche. Donc, que ça soit un peu nous qui les mobilisons ou que ça soit eux qui se mobilisent et qui nous sollicitons, bref, c'est très important là, de cette étape-là de mobilisation, motivation des partenaires, de prendre le temps de nommer les attentes respectives et les finalités et d'avoir une compréhension réciproque, mutuelle. Donc, vraiment de prendre le temps de définir les rôles et les responsabilités de chacun. Un autre levier, c'est vraiment le partage d'expertise, de stratégies et de documents. Donc, des fois, on peut faire des guides de pratique, des cartes postales ou s'intégrer dans les rencontres mensuelles ou trimestrielles là,
de l'organisme. C'est une bonne façon d'assurer une visibilité, puis de montrer notre intérêt là, dans cette démarche-là. C'est aussi super important d'être humble. On n'est pas des experts, eux ne sont pas des experts de la recherche, mais nous, on n'est pas des experts du milieu et de leur vécu. Donc, d'arriver avec cette humilité-là et ce besoin de connecter et d'apprendre de l'autre là, est très important. Évidemment, quand on sollicite les communautés, c'est important de les solliciter pas seulement pour le recrutement des participants, mais aussi pour définir les projets. C'est souvent quand on les sollicite que pour le recrutement de participants, ils se sentent un peu utilitaires ou utilisés par le développement, le processus de changement et non pas partie prenante du processus. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître, d'avoir des interactions si on est au même endroit sur une base quotidienne. Ça facilite les choses aussi de se croiser dans le corridor ou à la machine à café. Puis, idéalement, on a même des ressources humaines qu'on va partager et qui sont compétentes, qui parlent à la fois qui connaissent le vécu du terrain, mais aussi la réalité de la recherche. D'autres leviers, ben, les partenariats qui sont établis puis qui ont des orientations définies. Quand on simplifie la recherche et on extériorise la recherche, donc simplifier la recherche, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, le formulaire de consentement et d'information. Donc, ici, on rend ça plus facile à utiliser. Ça peut vraiment faciliter les choses. Même chose au niveau du leadership, de la motivation et des attitudes positives des acteurs clés. C'est très important d'avoir une communication soutenue et d'être souple. Puis là, je vous ai mis ici 2 outils qu'on utilise, un protocole de partenariat qui permet de définir là, avec les communautés avec lesquelles on travaille là, les rôles et les responsabilités de chacun, donc de clarifier les attentes. Puis il y a aussi une grille d'analyse du partenariat qu'on utilise là, dans certains projets. Bon, là, vous devez vous doutez qu'il n'y a pas seulement des leviers et des bonnes pratiques, il y a aussi des défis. Évidemment, ben, je l'ai mentionné, c'est complexe, ça prend des savoirs et ça prend de la pratique. Des fois, c'est difficile d'impliquer certains partenaires parce que ben, il y a des changements dans leur structure, ils ont des ressources humaines et financières limitées. Il y a un roulement d'acteurs clés. Quand on fait des changements dans certaines communautés, il y a beaucoup d'organisations qui sont impliquées. Plus le nombre d'organisations est élevé, plus ça va complexifier aussi le changement. Et lorsqu'on n'a pas des attitudes, des visions, des compréhensions similaires, ça va être aussi un défi. Même chose pour la géographie, la distance géographique et la lenteur des fois qui est liée à la recherche. Puis, lorsqu'on tient à sa position d'expert, ça aussi, ça peut limiter, là, rendre plus difficile les changements. Il y a certains experts qui disent que le savoir expérientiel, donc le vécu, c'est pas quelque chose qui se transfère. Donc, c'est important pour ça de sensibiliser et d'impliquer ces acteurs-là tout au long de la recherche participative ou du changement de pratique ou du changement dans la communauté. C'est important aussi d'avoir un souci de croiser les savoirs. Bon, un autre défi, c'est la flexibilité, des fois qui est pas au rendez-vous dans la recherche. Le manque d'empathie ou le manque le fait que la réalité va vite, on a des réalités divergentes, mais aussi on est insécure là, par rapport au processus de changement. Donc, l'être humain aime sa routine, aime maintenir ses habitudes dans le temps. Donc, c'est toujours un peu insécurisant de changer. Un autre défi, c'est vraiment ben, quand les objectifs sont trop flous, mais en même temps, on veut définir les objectifs avec les partenaires, mais donc, il faut vraiment clarifier, préciser les objectifs tout au long du processus.
Puis, évidemment, le financement puis la valeur ajoutée sont deux défis importants. Fait qu'en bref, je pense qu'il est important de voir que il faut sensibiliser et engager les acteurs qui sont concernés par notre changement communautaire, puis les mettre au centre des décisions, puis pour vraiment leur permettre de trouver, d'identifier des solutions qui leur conviennent. Puis je pense qu'il faut mieux valoriser ce genre d'approche participative-là et de les développer de façon continue et empathique pour s'enrichir mutuellement dans la production de connaissances qui sont pertinentes pour des enjeux réels. Donc, moi, je suis une chercheuse au service de la communauté. Donc, j'ai beau développer les meilleurs projets de recherche ou les meilleures connaissances scientifiques, s'ils ne sont pas utilisés par le terrain, ben ça ne sert pas à grand-chose. Donc, vraiment, travailler avec les gens du terrain, c'est fort important. Donc, quelques exemples en lien avec la participation sociale, qui est mon champ d'expertise. Bien, d'abord, la participation sociale, petit clin d'œil, là, j'y vais très rapidement parce que vous en avez probablement déjà parlé un peu dans le cours, mais nous, on l'a défini comme l'implication d'une personne dans des activités qui lui procurent des interactions avec les autres, dans la vie communautaire et dans des milieux qui sont partagés et importants. Et ça va évoluer selon le temps, les ressources disponibles et le contexte sociétal et ce qui est désiré pour l'individu et ce qui est signifiant pour lui. Pourquoi on participe socialement? Bien, la participation sociale, ça a été démontré comme étant associé à une réduction de la mortalité, de la morbidité, de l'utilisation des services, de l'utilisation de médicaments. C'est aussi associé à une réduction du déclin fonctionnel et cognitif et des symptômes dépressifs. Donc, ceux qui ont une meilleure participation sociale, c'est aussi associé à une meilleure santé et à un meilleur bien-être. Souvent, quand je présente cette diapo-là, je dis, ben, tout le monde veut participer davantage socialement. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la commission, l'Organisation mondiale de la santé à lancer la commission sur la connexion sociale. Puis, je ne vous cacherai pas qu'en 2024, c'est vraiment un défi. Il y a même les États-Unis qui ont lancé ce rapport-là, choc du US General Surgeon, qui dit que la nouvelle épidémie, c'est plus la COVID-19, c'est une épidémie de solitude et d'isolement. Donc, actuellement, il y a la moitié des Américains qui souffriraient de solitude. Il y a une augmentation accrue du temps qui est passé seul. Puis cette absence de liens sociaux-là, on en a parlé dans la diapo précédente, là, ça augmente le risque de décès prématuré autant que de fumer 15 cigarettes par jour. Donc, c'est vraiment énorme comme constat. Et ça engendre des dépenses en santé excédentaires de 6,7 millions par an aux États-Unis. On n'a pas d'études comparables au Canada, mais je suis pas mal certaine là, que ça augmente beaucoup les dépenses de santé de notre côté aussi. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les activités sociales, les interactions sociales, c'est un besoin fondamental de l'être humain qui est aussi essentiel que celui de se nourrir, de boire de l'eau et d'être logé. Donc, puis quand on regarde les petits graphiques dans le bas de l'écran, là, on voit que l'isolement, le nombre d'heures qui sont passées par mois seul ou le temps d'engagement avec des amis ou avec d'autres mensuels a diminué de façon drastique là, dans les dernières années. Puis les facteurs, là, ici, je vous ai mis les facteurs de risque là, de l'isolement et de la solitude. Puis, on a travaillé, vous les retrouverez, là, j'ai mis aussi un rapport qu'on vient de lancer au Canada sur des lignes directrices cliniques canadiennes pour réduire l'isolement et la solitude chez les personnes aînées. Donc, ces lignes directrices ont été élaborées avec un groupe d'experts qui travaillaient pour la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes aînées. Fait que vous pouvez télécharger là, ce rapport-là qui vous montre notamment les facteurs de risque pour l'isolement et la solitude.
mais aussi quelles sont les meilleures évidences scientifiques là, pour intervenir en lien avec l'isolement et la solitude. Fait que c'est ce qui nous a mené, nous, à travailler sur notre programme de recherche pour développer et évaluer un continuum d'intervention pour favoriser la participation sociale et la connexion sociale des aînés. Puis, je ne pourrais pas vous parler en détail de chacune des parties de mon programme de recherche. Je vais sélectionner un volet seulement, mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Mais globalement, c'est une intervention, diverses interventions, à la fois d'une perspective de promouvoir la santé et la participation sociale des aînés, mais aussi de la population générale, de tous aînés, donc même voire d'autres adultes et de populations plus jeunes, parce que quand on travaille sur les environnements inclusifs, bien, ça ne sert pas seulement aux personnes âgées, ou jusqu'à un accompagnement personnalisé où on assiste des personnes avec des incapacités à mieux s'intégrer dans la communauté. Donc, on les accompagne à s'intégrer dans la communauté de façon personnalisée. Donc, Sarah, vous mentionnez là, que je suis ergothérapeute de profession, donc on a aussi un programme d'ergothérapie préventive, le programme Lifestyle Redesign, Remodeler sa vie, dont je ne vous parlerai pas, mais qui est une approche de groupe pour aider les gens à repenser leur mode de vie davantage sain et porteur de sens. Puis récemment aussi, je me suis intéressée à la robotique sociale pour favoriser la connexion sociale et aussi à l'agisme. Mais bon, faute de temps, je n'en parlerai pas en détail, mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions si jamais vous en avez à ce sujet. Donc, au niveau des environnements inclusifs, on a réalisé une étude sur la communauté bienveillante. Donc, c'est une recherche-action dans le cadre duquel on a d'abord identifié les besoins, les facilitateurs et les obstacles à la participation sociale de la communauté dans laquelle on intervenait. On a ensuite réalisé avec eux un exercice de priorisation des besoins. Bon, des besoins, souvent, ça peut être large et beaucoup trop pour ce qu'on peut cibler dans un projet. Donc, c'est important de prioriser ces besoins-là avec les acteurs concernés, avec la communauté, pour ensuite identifier, à la fois à partir des écrits scientifiques, mais aussi de ce qui est offert dans le milieu, les meilleures initiatives pour améliorer la participation sociale. Donc, tout ça, c'est issu de 16 groupes de discussion où on a rejoint près de 171 participants, donc des entretiens individuels, aussi 12 forums d'informateurs clés qu'on a analysés finement là, avec une analyse de contenu thématique. Et ici, vous voyez les 5 besoins prioritaires de participation sociale qui ont été identifiés. Donc, d'abord, être informé sur les activités et les services offerts. Donc, des fois, comme intervenant, on peut penser que les gens sont informés, ils sont au courant de qu'est-ce qui existe dans la communauté. Ben, pas tant. C'est difficile de savoir où trouver l'information, c'est difficile d'aller rechercher quelles sont les activités qui sont adaptées à nos intérêts et à nos besoins. Donc, d'avoir une meilleure façon de transmettre les informations sur ces activités et ces services-là est très important. Aussi, c'est un des besoins prioritaires, c'est d'être accompagné pour initier ou réaliser une activité. Donc, la première fois qu'on participe à une activité, ça peut être intimidant pour les gens. Donc, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui nous initie à l'activité. Des fois, ça peut être juste pour franchir la porte de l'activité, donc joindre le groupe, mais des fois, ça peut être de façon soutenue pour plus d'une rencontre. Donc, il y a vraiment des besoins là, d'avoir un ami, quelqu'un qui est sensible au fait on participe pour la première fois à ce groupe-là, puis qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir de nouvelles activités sociales ou de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, d'avoir une personne qui vraiment fait le pont avec l'activité et notre routine quotidienne.
En troisième lieu, c'est d'avoir des activités qui sont adaptées aux besoins des aînés. Puis là, vous avez, bon, leurs intérêts, les horaires, le coût. Le coût des activités aussi est un frein important. Des fois, il y a des aînés qui ont de faibles revenus, donc ou d'autres adultes là, plus marginalisés, isolés socialement. Nous, on peut penser que c'est juste 2 $, mais ce 2 $ là peut faire une différence là, pour eux et être un frein important, malheureusement, à leur participation sociale. Être informé et avoir accès à du transport, donc ça aussi, c'est un enjeu important. Puis pour avoir visité un peu le Chili, notamment la Patagonie, je pense qu'il y a des enjeux de transport aussi importants. Transport en commun qui n'est pas toujours développé dans les régions plus rurales, voire même dans certains coins de régions urbaines. Donc, ça aussi, ça a un enjeu lorsque, par exemple, on n'a pas accès à la voiture parce qu'on a des situations de handicap ou en vieillissant. Finalement, avoir accès à des lieux de rencontre et d'activités à proximité. Donc, si la personne, pour participer socialement, elle doit faire plusieurs kilomètres, se déplacer sur une très longue distance, bien, ça va être un frein majeur à la participation sociale. Donc, d'avoir des lieux de rencontre formels et informels à proximité de son domicile, puis accessibles aussi, peu importe notre condition de santé. Donc, si on utilise un aide à la mobilité, d'avoir un lieu qui est adapté à l'utilisation de marchettes, par exemple, ou de fauteuils roulants est important. Bon, je ne passerai pas en détail, mais je vous ai mis ici tous les facilitateurs et les obstacles. Puis FP, c'est les facilitateurs personnels, donc c'est des facteurs personnels. EP, c'est l'environnement physique et ES, c'est l'environnement social. Donc, vous voyez que l'environnement social a une part importante, influence de façon importante la participation sociale. Donc, c'est important de travailler, oui, les intérêts, le désir, la motivation des individus et de travailler sur, comme je le disais tantôt, l'accessibilité universelle de l'environnement physique, mais l'environnement social est très important, donc d'être assisté, comme on le mentionnait, pour participer aux activités, d'être bien accueilli, d'avoir des bénévoles qui sont disponibles, d'avoir des attitudes bienveillantes et invitantes à l'activité là, et sont des éléments essentiels. Puis ça, ces travaux-là ont mené à identifier plusieurs initiatives qu'on a mis en place pour créer cette communauté bienveillante-là. Donc, notamment un réseau d'éclaireurs et de veilleurs qui allait identifier les aînés isolés et qui avaient besoin des services là, ou en perte d'autonomie, qui avaient besoin de services pour participer socialement. Il y a eu l'accompagnement citoyen personnalisé d'intégration communautaire que je vous parlais tantôt, qui est un jumelage avec des bénévoles pour intégrer des gens qui ont des incapacités dans la communauté. Il y a eu aussi des cafés des aînés où on faisait des lieux de rencontre formels, informels pour inviter les aînés à venir échanger entre eux. Donc, avec un travailleur de milieu pour aînés là, qui allait vraiment comme animer ces cafés-là pour donner le goût aux gens d'y revenir et favoriser les interactions entre eux, puis faire en sorte que les gens se connaissent. Il y a eu une sensibilisation aussi des organismes à la culture d'accueil, donc pour voir comment on accueille justement une nouvelle personne à ces activités-là. Puis des activités intergénérationnelles aussi qui ont été mises sur pied. Puis on a travaillé aussi avec la MRC pour le transport, pour que les lieux de participation sociale soient ciblés par le transport en commun. On a créé un site Internet pour mieux faire connaître les activités de participation sociale. Puis enfin, on a ajouté il y avait un programme Agir sur sa santé qui était en prévention des maladies chroniques. Puis on a ajouté dans ce programme-là une séance sur la participation sociale, pourquoi c'est important, comment on peut la favoriser.
Donc, on voit par ces résultats-là qu'il y a des leviers. Quand on veut favoriser le changement dans la communauté grâce à la participation, il y a différents leviers, puis il faut prendre en compte le contexte, puis les défis aussi auxquels on fait face. Donc, le contexte, est-ce que c'est une communauté qui a particulièrement de personnes isolées ou en situation de vulnérabilité? Est-ce qu'il y a une table de concertation des aînés où il y a des acteurs qui, justement, se préoccupent des services et des droits des aînés, etc. Donc, est-ce qu'il y a de la recherche-action dans la communauté qui est possible de mettre en œuvre? Puis là, on a plusieurs leviers qui ont été identifiés. Je vous en ai parlé de la mission, des priorités, des désirs, de la mobilisation aussi, des partenariats qui sont établis, le leadership. Puis j'ai un extrait de verbatim ici pour vous montrer là, que nous, dans ce projet-là, il y a un des acteurs qui nous disait, nous sommes impliqués dans de nombreuses organisations. Nous avons fait et faisons toujours beaucoup de bénévolat. On ne manque rien. Donc, le fait d'être activement mobilisé là, de la part des citoyens, ça fait une différence. Au niveau des défis, mais c'est sûr que on le mentionnait, c'est complexe. Des fois, il y a une implication qui est plus limitée. Il peut y avoir un roulement d'acteurs et des organisations qui sont impliquées à un nombre élevé. On parlait de distance géographique aussi, mais il y a aussi les attitudes donc, qui sont importantes, puis d'avoir un consensus qui n'est pas facile à obtenir. Il faut que l'information se rende chez les gens, qu'ils soient capables de comprendre comment ça fonctionne pour avoir accès à telles ressources. Donc, ça, c'est un enjeu, un défi quand même important. Je vous fais maintenant, je suis rendue à l'avant-dernière partie là, sur qu'est-ce qu'on fait en temps de menace et d'urgence sanitaire. Bien, ça m'amène notamment à vous parler très brièvement d'AGIS parce que lors de la pandémie, puis là, je dis AGIS, mais c'est toute discrimination, le capacitisme aussi pour les gens avec des situations de handicap, toute façon, stéréotype, préjugé ou discrimination envers l'âge lorsqu'on parle d'âgisme, mais ça peut être envers les capacités lorsqu'on parle de capacitisme. Donc, notre façon de penser, notre façon de ce qu'on ressent, puis notre façon d'agir surtout, mais pas juste ça. Des fois, dans notre façon de penser, ça peut moduler nos agirs. Donc, c'est très important de réfléchir à comment on voit l'âge, comment on valorise le vieillissement et les personnes âgées dans une communauté, dans une société. Je vous ai mis les différents types d'agisme, bon, qui peut être autodirigé, interpersonnel, inter- ou intragénérationnel, institutionnel. Donc, une institution peut faire, une organisation communautaire peut faire de l'agisme, ça peut être conscient ou inconscient. Hostile, souvent c'est la forme qu'on connaît le plus, ou compassionnel. Donc, compassionnel, c'est vraiment une forme qui, ben, on dit, oh, ma belle petite madame. Donc, on pense que c'est bienveillant, mais c'est de l'agisme d'agir comme ça. Donc, il faut faire très attention parce que la personne qui reçoit ça, ça peut être blessant de se faire dire qu'on est une belle petite madame. Donc, il y a deux stratégies globalement pour contrer l'agisme, éducative et intergénérationnelle. Donc, je vous ai laissé là, les définitions de chacune, mais globalement, il faut informer sur le vieillissement, puis mettre en contact des contacts signifiants et de qualité les personnes des différentes générations. Donc, vraiment pour leur permettre d'apprécier la diversité, les similitudes aussi, l'unicité entre les générations, puis de tabler sur ces similitudes-là plutôt que de mettre en évidence les différences entre les générations pour seulement s'allier pour, par exemple, lutter contre les changements climatiques ou d'autres défis sociétaux auxquels on fait face. On a réalisé deux synthèses, deux recensions réalistes sur l'agisme, puis je vous ai globalement mis quelques constats ici. Il faut faire attention lorsqu'on parle d'agisme de ne pas
augmenter les stéréotypes et les préjugés. Donc, si on fait des actions intergénérationnelles, il faut avoir une préoccupation d'accompagner les gens à interagir ensemble pour pas générer plus d'anxiété envers le vieillissement. Donc, les encadrer, puis transmettre l'information de façon réaliste et nuancée. Donc, ne pas augmenter les caricatures et les stéréotypes en présentant des ultramarathoniens de 80 ans ou des gens alités, mettre l'accent sur des gens alités en soins de longue durée. Donc, vraiment de mettre en évidence qu'il y a un profil, une hétérogénéité de personnes aînées et de profils du vieillissement. Donc, comment une communauté peut contribuer à contrer l'agisme? Si vous travaillez avec les communautés, ben, je pense qu'il faut qu'ils soient sensibles aux représentations sociales du vieillissement, que ce soit au niveau des Québécois âgés ou des Chiliens âgés. Donc, éduquer, s'assurer d'utiliser un langage inclusif, montrer la diversité, écouter et les impliquer dans la prise de décision, puis organiser des activités intergénérationnelles. Bon, je vous ai mis ici là, les deux articles qu'on a publiés à ce sujet-là, que vous pourrez lire en détail si ça vous intéresse d'en savoir plus. Puis, je vous ai mis ici aussi les informations là, de l'Organisation mondiale de la santé qui a lancé en 2021 là, une action mondiale ou un cri du cœur mondial là, pour que les communautés investissent dans la recherche sur l'agisme, mais aussi créent un mouvement pour changer la perspective liée autour du vieillissement. Donc, je terminerai le dernier petit bout de ma présentation par les projets en cours à venir, juste pour vous donner un petit aperçu là, de ce sur quoi on travaille. Donc, on continue à travailler sur l'accompagnement citoyen personnalisé d'intégration communautaire en partenariat, évidemment, avec la communauté pour expérimenter une version plus technologique et intergénérationnelle. Mais aussi, pour terminer, on fait un essai clinique à répartition aléatoire pour évaluer les effets et l'efficacité de cette intervention-là. Puis, on a une étude de cas qu'on a réalisée aussi pour les aînés immigrants. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement pour la PIP. Ah, j'ai oublié de mentionner, mais on a une version aussi en déficience. Ben, c'est pas financé encore. On va soumettre pour un financement pour une version avec les gens qui ont une déficience auditive qui est très prévalent chez les aînés. Donc, au niveau du remodeler sa vie, ben, un peu de façon similaire, on veut aussi avoir des données de coût-efficacité. Encore une fois, avoir une version hybride. La télésanté est aussi en cours dans ce volet-là de mon programme de recherche. Donc, surtout quand on travaille dans des milieux où les gens sont très dispersés, les intervenants peuvent utiliser certains outils technologiques, puis les gens sont de plus en plus connectés numériquement. Donc, pourquoi pas utiliser ce levier-là? Au niveau des environnements inclusifs, ben, on a différentes études aussi, notamment sur le centre-ville de Sherbrooke, où on a des gens plus marginalisés, exclus socialement, puis qu'il y a une revitalisation en cours. Donc, on veut réfléchir là, à comment ne pas faire en sorte que cette revitalisation-là exclue davantage ces populations-là. Comparer le bonheur aussi selon le milieu de vie. Au Québec, on a beaucoup de gens qui disent moi, je veux rester à domicile le plus longtemps possible. Donc, les résidences pour aînés n'ont pas la cote. Donc, il y a comme vraiment Pourtant, pour certains, les résidences pour personnes aînées vont être une des réponses, une des solutions possibles. Donc, c'est important de réfléchir, là, de voir. Puis, je vous vends le punch en vous disant que le bonheur est similaire pour les aînés vivant à domicile et vivant en résidence pour personnes aînées. Puis, ça va être d'autres facteurs comme l'agisme.
la participation sociale, l'intégration dans la communauté, mais surtout l'épanouissement qui vont être des facteurs importants à considérer, là, peu importe le milieu dans lequel on vit. Donc, pour m'assurer d'avoir des échanges, je conclurai ici en vous disant que on voit qu'on a des possibilités qui sont inéquitables dans les communautés pour atteindre une pleine participation sociale. Donc, c'est pas tous les citoyens, tous les membres d'une communauté qui ont les mêmes possibilités de participer socialement. C'est important de changer ça dans les communautés. Puis, c'est grâce à des intervenants comme vous qu'on peut optimiser notamment la participation sociale et citoyenne. Je pense que la pandémie nous a fait réaliser que participer socialement, c'est pas un luxe, c'est un objectif, c'est un besoin essentiel. Puis pour y parvenir, faut connaître l'état des lieux ou le portrait de notre communauté. Quels sont les facilitateurs et les obstacles? Comment mieux transmettre l'information puis mobiliser les citoyens? Mais aussi pas oublier d'évaluer périodiquement l'impact de nos interventions puis de regarder c'est quoi les meilleures évidences scientifiques là, pour mieux intervenir selon les perspectives des personnes de la communauté, mais aussi leurs priorités. Fait que j'espère que je vous ai convaincu de l'importance des approches participatives et de la valeur ajoutée du partenariat entre la recherche et le terrain. Pour notamment réduire l'écart entre la production d'évidences scientifiques et le changement pratique. Et donc, notamment en temps de COVID-19, où il y a quand même une réflexion à faire là, par rapport à comment on met en place des interventions. Puis, malheureusement, on est hautement à risque d'avoir d'autres virus comme le COVID-19 ou d'autres urgences sanitaires liées au changement climatique et aux vagues de chaleur. Donc, il faut y réfléchir aussi lorsqu'on travaille avec les communautés. Donc, je terminerai en vous disant que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est important de reconnaître l'expertise des gens du terrain, puis que la recherche soit au service du développement des pratiques. Donc, je vous remercie de votre attention, puis je suis disponible pour tout commentaire, question. Donc, j'arrêterai mon partage d'écran. Muchas gracias, Melanie, por tu presentación. Muchas gracias también por el trabajo de la traducción. Y dejo abierta la palabra o el chat para quienes quieran y aprovechen de plantear sus comentarios o preguntas a todo lo que nos ha presentado hoy Melanie. Sin timidez, por favor. Sarah, je vois que dans le chat, je pense qu'il y a quelqu'un qui demande si je vais pouvoir partager mes diapos. Bon. Puis ça me fera plaisir de partager mes diapos. Perfecto. Muchas gracias, Melanie. Bueno, mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta o comentario, aprovecho también de enfatizar en lo que tú señalabas sobre la experiencia en la Patagonia. Qué bueno que lo mencionaste y señalaste varios elementos muy concretos respecto de la participación, ¿no? Que lo hemos conversado también en clases para nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales. Esos elementos concretos pueden ser un obstáculo muy importante para propiciar que las personas participen. Mencionaste el transporte, el traslado, los recursos económicos. Acá en Chile también estamos alrededor de los $2 para poder ir a cualquier actividad presencial. Es un costo que las personas mayores o las personas de la comunidad tendrían que costear. ¿Cómo crees que nosotros podemos avanzar algo? Porque creo que hoy día el desafío se ha vuelto cada vez más grande y creo que ya no podemos hablar como de grandes políticas de participación, sino que de estas iniciativas más acotadas que tú mencionabas, de intervenciones ojalá progresivas. Eh, ¿Cómo han trabajado desde Quebec poder en alguna medida
aminorar el obstáculo del traslado, sobre todo cuando son personas que tienen alguna discapacidad o en el caso de las personas con dependencia, costear el traslado o bien propiciar desde alguna institución o con algún financiamiento el traslado, o derechamente han buscado espacios virtuales de participación con el uso de la tecnología, como tú decías. Y Agustín también ha dejado, bueno, ha dejado una pregunta también muy relacionada con eso, si es que han podido encontrar beneficios de la participación en espacios online, en especial considerando adultos mayores, considerando algunas limitaciones en el uso de la tecnología y todo el horizonte de futuro que nos abre la participación a distancia. Ben, merci Sarah, merci aussi Augustine pour la question. Ben, je vous dirais que pour le volet, Sarah, de la question du transport, on est quand même privilégié au Canada parce qu'on a le transport adapté quand même pour les gens en situation de handicap, qui est relativement à coût modique et qui va chercher les gens à leur domicile, donc qui fait porte à porte entre le lieu où ils veulent aller et le lieu et leur domicile. C'est un transport, par contre, qui est pas parfait. Donc, on doit le réserver plus de 24 heures à l'avance. C'est un frein important à toute participation sociale spontanée. Ce midi, j'aimerais aller manger avec une amie. Non, ça ne marchera pas parce que le transport n'a pas été planifié. Il y a des freins quand même importants de spontanéité, mais quand même, c'est un service qu'on a la chance d'avoir qui existe pour les gens en situation de handicap. Puis de plus en plus, on a un projet de recherche de type laboratoire vivant, Living Lab, dans lequel on a retravaillé la mobilité, notamment pour que les plateformes qui renseignent sur l'usage du transport soient plus conviviales et accessibles et que les aînés soient plus conscients de quels sont les moyens de transport qu'ils ont à leur disposition. Souvent, il y a des coûts associés à l'utilisation de transports payants comme le taxi, mais on oublie qu'avoir une voiture, il y a aussi des coûts importants au fait d'avoir sa propre voiture. Les gens privilégient d'avoir une voiture, mais des fois d'avoir de laisser aller sa voiture, se libérer de l'usage de sa voiture, puis d'utiliser le taxi, ça peut, dépendant des déplacements qu'on fait, être une alternative là, qui est intéressante. L'idée aussi, c'est qu'on a, nous, au Québec, la chance d'avoir des transports bénévoles pour les visites médicales. Bon, moi, je ne cacherai pas que je travaille pour élargir ces transports bénévoles-là pour qu'ils puissent aussi être offerts pour participer socialement, pour des activités pas seulement médicales. Vraiment d'aller influencer les politiciens, les décideurs, parce que c'est eux qui donnent des sous pour que le bénévole, via l'organisation communautaire qui offre le service de transport bénévole, qui offre des sous pour rembourser le kilométrage, les frais d'essence et d'utilisation de la voiture du bénévole. Donc, c'est pour ça qu'il y a des règles. Il y a aussi un manque de bénévoles. Donc, il y a aussi les enjeux d'accessibilité de bénévoles. Mais c'est très complexe. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut assurément avoir des activités de participation sociale de proximité. Ça, c'est vraiment super important. Pour ce qui est du virtuel, c'est une très bonne question. Puis, je vous disais que de plus en plus de personnes sont connectées. Donc, il y a une réduction quand même des barrières, mais non, Internet, même au Canada, n'est pas partout. Internet haute vitesse avec la possibilité de faire des rencontres comme ça virtuelles
avec une bande passante là, qui est optimale pour se faire de la vidéo et du son comme ça. C'est pas partout dans toutes les régions, fait qu'il y a quand même encore des freins. Il y a beaucoup d'organisations communautaires lors de la pandémie qui ont offert de l'apprentissage à l'utilisation de la technologie, que ce soit aussi des ordinateurs qui sont récupérés et renouvelés là, pour les donner à des gens qui n'auraient pas accès à ça. Donc, il y a quand même eu des efforts importants pour il y a des organismes communautaires aussi qui ont fait des levées de fonds pour donner des tablettes aux personnes aînées pour qu'ils soient connectés dans la communauté. Fait qu'il y a eu quand même des efforts importants, mais il reste beaucoup de chemin à faire. Et c'est pas tout le monde au niveau de la littératie numérique là, qui va pouvoir. On peut pas espérer rejoindre tout le monde de cette façon-là. Puis on peut surtout pas espérer que ça va se substituer aux rencontres en face à face puis aux rencontres en direct. Donc, c'est pas aussi satisfaisant que de se voir. Et c'est pour ça qu'il y a notamment aussi une augmentation de la solitude là, un peu partout dans le monde. Donc, c'est très important là, oui, réfléchir à ces moyens-là comme palliatifs pour compenser, mais non pas pour substituer les relations sociales. Puis, je pense que des fois, je terminerai pour ce volet-là en vous disant que pour des gens qui sont très isolés et qui craignent de sortir dans la communauté et de réintégrer la communauté, ça peut être un premier pas. Fait que nous, cet automne, on va justement avoir des groupes 100% virtuels pour aider les gens à se réintégrer dans la communauté comme une première étape vers une étape plus en personne. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer, à la suite de la pandémie, il y a quand même des gens qui ont resté très, très préoccupés par l'idée de contracter différents virus. On a des virus, pas juste la COVID-19, mais des virus respiratoires forts, qui sont très forts et qui vraiment vont amener des effets, des conséquences négatives là, importantes chez certaines personnes plus vulnérables. Fait que faut pas sous-estimer ça. Donc, voilà. Muchas gracias, Melanie. Justamente el tema de la intervención a través de la tecnología, de los grupos de apoyo u otros espacios de participación por WhatsApp, por ejemplo, acá en Chile han ido proliferando y como tú dices, no es un espacio que pueda reemplazar el contacto social, pero sí ayuda a combatir la soledad, especialmente en mujeres, en personas mayores, en jóvenes, que son hoy día los grupos de la población que están con mayor soledad y aislamiento. Agustín también señala que le encantaría saber más de cómo logran aprender de esos espacios virtuales. Así que vamos a estar también muy felices de poder compartir tu material y de poder indagar en otras experiencias que ustedes estén desarrollando a través de la virtualidad y de la tecnología. También mencionaste el uso de robots y eso también ha sido un avance importante, sobre todo en el caso de los cuidados o la telemedicina, pero abre muchas posibilidades, ¿no? De poder llevarlo a otros espacios de participación. Así es que muchas gracias también por compartirnos eso y bueno, dejo la palabra por si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta o despedirse de Melanie, dado que estamos en la hora. Bueno, no hay ni palabras ni comentarios. Gracias, Dolo. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Melanie, je vais parler en español. ¿Ça va pour toi? Bueno, yo quería agradecer el espacio. Creo que es una oportunidad única el contar con Melanie en la clase de hoy para los estudiantes de la Católica. Bueno, las experiencias que tiene Melanie en los últimos años en investigación son pioneras, son muy innovadoras. Y yo quería resaltar sobre todo esta parte que Melanie ha recalcado sobre el trabajo con organizaciones comunitarias, en contacto directo con ellos. Yo creo que es algo
que yo vengo de España, de trabajar en España, de haber hecho un doctorado en Chile también, eh, creo que es algo que no tenemos todavía tan incorporado como lo tienen en Canadá y que es una parte fundamental de la investigación y del futuro de la investigación. Entonces, bueno, invitar a tener esta perspectiva mucho más inclusiva con respecto a los organismos comunitarios en el trabajo colaborativo con ellos, ¿no? Y también decirle a los estudiantes que muchas veces el tema del idioma, por propia experiencia, puede ser un poco una barrera para indagar, bueno, para seguir explorando, pero bueno, que cuenten conmigo como puerta en castellano para acceder a todos los proyectos que Melanie tiene en Canadá, y a veces eso puede facilitar un poco el aproximarnos a estos proyectos, ¿no? Así que soy agradecida, Sara, que hayas contado con Melanie y a Melanie que esté tan dispuesta como siempre a colaborar en estos espacios. Muchas gracias y saludos desde Canadá. Muchas gracias, Dolo. Gracias a ustedes por la participación. Gracias también por también ofrecer esa ventana y ese puente, ¿no? Como para poder pasar la barrera del idioma y agradecer de nuevo. No tengo palabras en realidad suficientes para agradecerte, Melanie, por tu tiempo y tu generosidad. Y también, por supuesto, al equipo de la BRI, que sin ellos no hubiese sido posible en realidad poder haber hecho este espacio de participación con traducción. Dale, Melanie, te dejo la palabra. Sarah, si tu me permettrais, j'inviterais Dolores à dire le mot de la fin en vous présentant sa première subvention de recherche en partenariat qu'elle vient d'obtenir avec le GRI Estrie. Fait que Dolores, peut-être que tu pourrais partager cette belle exemple de recherche participative avec le reste du groupe. Je ne sais pas si nous avons le temps, Sara. No tenemos tiempo, ¿no? Un poquito. Sí, bueno, justo hace 2 semanas hemos conocido la noticia de que nos financiaban un proyecto que vamos a iniciar en septiembre con la organización Gris Street. Es una organización que trabaja con personas del colectivo queer, LGTBI+, y el proyecto es para conocer cuál es la participación social, cuáles son las barreras y facilitadores de la participación social de personas mayores LGTBI en Quebec. Y bueno, ha sido un proceso muy interesante porque desde el inicio, desde el diseño, hemos estado trabajando mano a mano con esta organización y bueno, y ahora la proyección es que sea así, sigamos con esta dinámica durante todo el desarrollo del proyecto. Así que bueno, si alguien está interesado en este proyecto, estaremos encantados de compartir con vosotros los avances y lo que se viene. Felicitaciones, Dolo, qué alegría, porque además es un tema sobre el cual necesitamos mucho aprender, por lo menos acá desde Chile, así que va a ser maravilloso también poder conocer esa experiencia. Y entonces, el segundo semestre, la participación de COIL será con tu investigación, justamente en temas de participación de la comunidad LGBTI o más. Así que muchas gracias, muchas felicitaciones, me alegro mucho. Y bueno, gracias a todas y todos por conectarse y a quienes se han mantenido también. Yo sé que los estudiantes tienen clases ahora, entonces agradezco a quienes se han quedado a pesar de la hora. Y muchas gracias también, como decía Melanie, y al equipo de la BRI y al equipo de la traducción. Lo que decía la Cami al inicio, vamos a tener una difusión de esta clase cuando celebremos la Semana de Canadá. Por lo tanto, ahí en las redes sociales también vamos a estar haciendo difusión de esta clase que va a quedar colgada en YouTube y por lo tanto también otras personas van a poder acceder y conocer la experiencia de ustedes. Así es que muchas gracias y un abracito para todos y todas. Gracias, Cami. Merci. Gracias a ustedes, merci, Muchas Melanie. gracias. Buenos Gracias. días. Adiós. Un abrazo. Adiós.